histoires absolument glauques, c'est ce que vous vous apprêtez à regarder. Bienvenue dans cette vidéo compilation où j'ai rassemblé toutes les histoires que vous m'avez racontées et que j'ai racontées avec des abonnés pour en faire une seule vidéo. Alors je précise évidemment, c'est des vidéos qui ont déjà été racontées sur la chaîne, vous avez dû sûrement déjà les voir pour les personnes les plus assidues qui regardent souvent les vidéos. Du coup ce format est pas génial pour les personnes qui ont déjà tout vu, et pour les personnes qui me découvrent grâce à cette vidéo, eh bien c'est juste trop génial. Vous inquiétez pas pour les personnes qui ont déjà vu les histoires, qui ont déjà toutes les refs, je vous prévois des grosses vidéos pour ces périodes d'Halloween. On a l'épisode 3, 4 histoires d'horreur d'abonnés qui arrive très bientôt dans un hôtel abandonné, on a fait ça, vous allez voir c'est juste trop fou. Et il y a une chose aussi que je vous cache qui arrivera pour le 31 octobre à Halloween. Il y a beaucoup de personnes qui ont taffé sur le projet, c'est une très grosse vidéo qui dure 43 minutes. Vous verrez les apparences sont trompeuses, vous comprendrez pourquoi je dis ça très bientôt. Parlez-en à vos potes, même j'attends des avis sincères pour voir si le format je le refais ou pas. Je vous aime terriblement, merci de me suivre et on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, place aux histoires des abonnés et aussi aux miennes et surtout à la première histoire. Salut Léo, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Flora et je t'envoie ce récit pour te faire part d'une des histoires paranormales les plus traumatisantes que j'ai vécues lors de mon enfance. J'ai 18 ans aujourd'hui, je ne saurais dire mon âge exact, mon cerveau a supprimé la plupart des détails car l'histoire que je m'apprête à te raconter m'a profondément traumatisé. C'est la première fois que je témoigne de mon expérience à quelqu'un d'extérieur à mon entourage par peur. Disons que les événements se sont déroulés lorsque j'avais environ 8 ans. Je suis né à l'île de la Réunion, une île sur laquelle les histoires dans mon genre se font très communes. Je sais qu'avant ma naissance, ma mère et mes frères ont également vécu des événements paranormaux, mais ils ne m'ont jamais trop parlé de ça, sujet assez tabou dans la famille, et on peut le comprendre. L'histoire commence quand on aménage dans une maison, d'apparence plutôt tranquille. Un jour, je rentrais de l'école, toute seule, car j'ai vite appris à être autonome. Je me rappelle que c'était un jour de pluie, une de nos voisines, une connaissance à ma mère, me propose de me déposer chez moi en voiture. Proposition que j'accepte. Je rentre dans la voiture, je vois son mari au volant, avec leur fille à l'arrière, en pleurs, et absolument terrorisée. Je finis très vite par me dire qu'ils ont dû sûrement se faire engueuler, et c'est ce qu'on aurait tous pensé à sa place en vrai. Au fil du trajet, la mère et le père commencent à agir de plus en plus bizarrement. Je me rappelle que la mère a commencé à agiter un chiffon rouge, et que son mari rigolait bizarrement. Et là, je me dis que je dois vraiment sortir de la voiture. Prise de panique, et sans réfléchir, je me mets à essayer d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée, mais en voyant la panique dans mes yeux, il me laisse finalement partir de la voiture. Je finis le trajet donc à pied, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Au moment où je rejoins enfin ma maison, je ne savais plus qui j'étais. Ma mère, voyant que j'étais totalement déboussolé, décide de me faire prendre un bain pour me faire reprendre mes esprits. Les jours passent après l'étrange événement de la voiture, on constate que j'ai de forts maux de tête, une fatigue immense et des longs moments où je fixais le mur en parlant seul pour absolument aucune raison apparente. Il y avait aussi des objets qui disparaissaient, qu'on retrouvait des jours plus tard à des endroits différents. Mais en voulant rationaliser tout ça, on a fini par se dire que c'était juste notre mémoire qui nous jouait des tours. Encore une fois, c'est une réaction que je pense on aurait tous pu avoir. Tu te diras que ça ne s'arrête qu'à là, que c'est pas dramatique. Et c'est ce qu'on se disait aussi. Avant que je commence à voir un garçon à côté de mon bureau quand je dessinais, et que ma main se mettait à rédiger avec une écriture complètement différente de la mienne, des choses très étranges. Il disait s'appeler Pessi, et encore aujourd'hui, le fait de penser à ce surnom me fait froid dans le dos. Après l'événement qu'on a fini par catégoriser ça comme des séances d'écriture automatique, je voyais tous les jours ce garçon. Il me suivait constamment. Et je me rappelle encore la lourdeur que je ressentais quand je savais qu'il était présent. C'était presque étouffant. Durant les phénomènes que je vivais, ma mère m'a récemment avoué innovation. Je n'en sais pas plus sur ses actes de décès, mais elle n'aurait aucun intérêt à me mentir sur ça 10 ans plus tard. Ça en devenait tellement étouffant que ma mère décide de m'emmener voir un prêtre exorciste. Je me rappelle que dans la salle d'attente, j'étais déchaîné. Je ne faisais que de dessiner le visage de Pessi et d'autres choses que mon cerveau a supprimé de sa mémoire. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé dans cette pièce, avec ce prêtre et mes parents. Et mes parents n'ont jamais voulu m'en parler dans les détails. Après le tour chez ce fameux prêtre, les événements de mon côté ont fini par se calmer. On pensait que ça s'arrêterait là, mais ça a fini par s'accrocher à ma mère. Et c'est à partir de ce moment que les événements que je vais te raconter ont décidément traumatisé. Désolé d'avance si c'est compliqué à comprendre, mais je ne me souviens plus exactement des choses chronologiquement. C'est pas grave, on t'en veut pas du tout. Je me souviens que ma mère devenait de plus en plus agressive pour rien. Elle est tombée en dépression durant cette période. Dépression qui l'a poussée à faire plusieurs tentatives de suicide que j'avais aussi faites quand cette énergie étrange s'était accrochée à moi, malgré mon jeune âge. C'était devenu de plus en plus étouffant. Alors elle en a parlé sérieusement à sa meilleure amie qui était déjà à ses côtés durant les événements paranormaux d'avant ma naissance. Il faut savoir que sa meilleure amie a toujours été très spirituelle. Je l'ai toujours trouvée très chaleureuse, mais aussi un peu étrange. Elle a fini par nous rendre visite, une visite qui avait pour but de décrypter toutes les choses étranges qu'on vivait. Sauf que ça a sûrement été la pire erreur qu'on ait pu faire. Après cet exorcisme, en sentant l'atmosphère moins étouffante, la meilleure amie a fini par rentrer chez elle. C'est à ce moment-là que quelque chose a refait son apparition dans le corps de ma mère. Mon père et moi avons pris la décision de rappeler la meilleure amie de ma mère, qui nous a dit de venir vers chez elle le temps d'une semaine pour nous éloigner de la maison et trouver une solution radicale. On a emmené nos chiens
et on a foncé chez elle directement. Pendant cette semaine, les événements étaient si violents que les adultes ont un peu délaissé les enfants pour nous protéger de cette chose-là. Je me souviens que ma mère, sa meilleure amie, mon père et moi étions partis dans une église pour en parler à un prêtre. En rentrant dans l'église, ma mère s'est mise à ramper sur le sol et à agir comme une tarée. Je n'ai jamais vu ma mère dans un état pareil. Après l'église, le soir, j'étais terrifié de dormir à côté de ma mère. Mais la maison était petite, alors on a dormi sur les fauteuils du canapé. Mon père, ma mère et moi-même. Et je te jure, devant tout ce que j'ai de plus cher, que pendant son sommeil, ma mère s'était mise à parler d'une autre langue et réciter des choses qui s'apparentaient à des incantations. C'est à ce moment-là précis que j'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. Les jours qui ont suivi, nous étions tous très épuisés, comme si cette chose drainait notre énergie à tous. À un moment, ma mère a donné l'impression même d'être libérée de cette chose, mais elle sentait toujours l'animal. C'était vraiment horrible. Alors, je me méfiais quand même d'elle. Chose que mon père n'a pas fait du tout. Il a laissé une remarque désobligeante à ma mère. Et à ce moment-là, ma mère a hurlé d'une voix qui nous a tous choqués. Elle a plaqué mon père contre le mur d'une force énorme. Mon père ne pouvait plus bouger et a fini même par avoir plusieurs traces sur lui après ça. Pour finir, tout est devenu extrêmement flou pour moi. Mais je sais qu'on a repris la route pour retourner chez nous. Et que sur le chemin, on est retourné dans l'église pour prier. Car oui, j'ai appris plusieurs prières durant cette semaine pour me protéger. Et depuis, tous les soirs, ma mère et moi faisons notre prière avant de dormir. Les événements s'étaient canalisés. On a fini par apprendre que cette maison était hantée, qu'un garçon s'était suicidé dans ma chambre, ce qui a expliqué mes envies suicidaires durant ces événements, alors que j'étais encore qu'une enfant. Alors, on a décidé de déménager, et quelques temps avant notre déménagement, on retrouvait des lettres, très régulièrement vides, dans notre boîte aux lettres, dont la provenance reste encore inconnue à ce jour. Ça fait maintenant 10 ans environ que cette histoire est passée, mais en parler me procure toujours une forte angoisse. Alors, j'espère avoir pu apporter un témoignage intéressant, car je suis pas prêt de bien dormir avant un bon moment. Bon mec, j'ai adoré l'histoire. Je crois que c'est l'histoire de possession qui m'a fait le plus peur après tous les Conjuring que j'ai vus, car là, elle me paraît encore plus vraie que les films. C'est fou. J'ai adoré. Flora, merci pour ton récit, il était juste fou, dur à croire je pense pour certaines personnes car ça paraît vraiment, on dirait un film ton histoire. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on échange, du coup n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, envoie-moi peut-être des preuves qui pourraient me confirmer que c'est bien toi et pas une autre Flora qui usurpe ton identité. Merci beaucoup pour ce partage, elle était vraiment folle, j'attends vraiment les retours des gens en commentaire pour voir ce qu'ils en pensent. Si comme Flora vous voulez envoyer aussi vous vos histoires, je précise encore, je l'ai dit peut-être 1000 fois dans la vidéo mais c'est important de le dire, Instagram, venez sur Instagram me suivre pour m'envoyer aussi vos histoires, mais aussi voilà pour regarder les stories. Je partage beaucoup de ma vie, on parle pas tellement d'horreur mais voilà plus ma vie à moi. Eh ben écoutez, moi, ce sera la première donc histoire de la soirée qui va être paranormale. Je sais pas, toi Léo, si ton histoire sera paranormale. C'est du paranormal, effectivement. Tu m'as pas écouté du tout au début, c'était une maison hantée. T'aurais pu deviner finalement. Ouais. Donc c'est un truc que j'ai vécu en à peu près 2015-2016, donc quand j'avais 11-12 ans. Alors en fait, il faut savoir que moi, à cette époque, j'habitais avec mes parents dans une maison de campagne, vraiment campagne, un peu paumée, mais quand même dans un petit village. Et le détail à savoir, c'est que notre maison, elle était en face d'un cimetière. Donc déjà, tu vois, ça te met un truc dans la vie de tous les jours où... Alors la maison était super cool, bonne ambiance dans la maison, puis tout allait bien dans ma famille, tu vois. Mais quand même, la fenêtre de ton salon, tu vois des tombes, il y a une ambiance un peu bizarre. Et depuis toujours, dans cette maison, on avait vécu des trucs un peu chelous. Par exemple, des étagères avec, tu sais, on avait des citrouilles d'Halloween à une époque posées, et l'étagère est vraiment lisse, ça peut pas tomber et tout. Et la citrouille qui roule, tombe d'un coup, sans explication, perturbant, tu vois. Pareil, des verres qui tombaient, des trucs comme ça. Enfin, j'ai vécu plein de trucs dans cette maison, mais là, je vais me concentrer du coup sur un truc que j'ai vécu. Et c'était pas dans cette maison. En fait, derrière cette maison, il y avait une forêt adjacente donc à la maison. T'avais un petit chemin que t'avais simplement à traverser, et tu passais sur un petit pont au-dessus d'une rivière, et t'avais une forêt, avec quoi, à 30-40 mètres de la maison, donc vraiment pas loin. Et avec mon frère, souvent, on partait avec nos vélos, tu vois, et on allait se balader le long de cette forêt, et on rentrait dans la forêt. Même avec le temps, en fait, on s'était construit, si tu veux, t'avais un arbre, en fait, à l'entrée de la forêt, t'avais un long chemin, et le long de ce chemin, en fait, il y avait un arbre, et avec mon frère, on s'était mis, des petites planches, se faire une cabane et tout, des trucs que tu fais quand t'es un gosse à la campagne, en fait. On allait tout le temps à notre cabane, et elle était quand même assez solide, parce que notre daron nous avait aidés, en fait, et c'était fixé donc avec des clous et tout, tu vois. Fixé avec des clous dans l'arbre, pas cassable hyper facilement. Et un jour, on se dit, bon, allez, on va à la forêt, on se motive avec mon frère, comme d'hab, on se fait nos petits sandwichs pour aller passer l'après-midi dans la forêt. Lui, il est plus jeune que moi, donc moi, je devais un peu le surveiller et tout, tu vois. Et on arrive à la forêt, et premier truc, c'est que déjà, ce jour-là, il y avait une ambiance un peu pesante. Je sais pas comment l'expliquer, mais on sentait un petit poids sur nous. Pourtant, il faisait beau, grand soleil, très belle journée d'été, mais il y a un petit truc. Et quand on arrive à la forêt, donc, à notre cabane, elle est démontée, explosée. Par terre, en morceaux, tout, rien qui tient debout, tout explosé.
Donc à ce moment-là, on pense pas au paranormal, tu vois, on pense pas à un truc glauque, on se dit juste, bah non, mais pourquoi il y a quelqu'un qui a défoncé notre cabane? On était super tristes, on était petits, tu vois, c'est notre cabane et tout. Du coup, on se dit, bon, écoute, c'est pas grave, on va se faire une balade dans la forêt, il y a un long chemin, on va pas sortir du chemin parce qu'on voulait pas se perdre dans la forêt, on était petits quand même, nos parents nous laissaient aller, mais à condition qu'on fasse gaffe, quoi. Donc on se dit, bon, bah on va suivre le chemin. Et ce jour-là, on commence donc à marcher sur le chemin, et quand on marche, l'ambiance pesante du début, elle est de pire en pire, mon gars. Genre, vraiment très pesante. Je sais pas si vous voyez dans les films l'effet vertigo où le fond se rapproche et tout s'écrase, les perspectives s'écrasent. On avance dans la forêt et ça fait ça. Toutes les perspectives s'écrasent comme si, tu sais, on voit toujours un espèce de petit bout de lumière au fond des clairières, au fond des longs chemins dans les forêts, tu vois, il y a bien une clairière au bout d'un moment et tu vois la lumière du soleil passer. Et c'est comme si on marche, derrière nous, on est de plus en plus loin de l'entrée de la forêt, mais devant nous, c'est toujours aussi loin. On n'avance pas. Et on se sent écrasé par l'ambiance de la forêt et c'est vraiment hyper oppressant. Mais on fait pas trop gaffe, on n'en parle pas trop, on fait un peu des vannes et tout parce que bah, on est petit et si on commence à se dire oh merde ça fait peur et tout, bah on va se stresser pour rien, quoi. Donc on avance et au bout d'un moment, après tout ce moment un peu stressant, au bout d'un moment on commence quand même un peu à stresser dans le sens où on se sent pas bien tous les deux en fait. Mais je vais avouer, hein, moi j'étais un peu moins téméraire que mon petit frère, lui il me disait non viens on continue, arrête tes conneries et tout. Moi, je me sentais pas hyper bien, hyper à l'aise et tout. Et on arrive donc au bout d'un moment dans une clairière qu'on n'avait jamais vue de notre vie, mec, on a traversé le chemin plein de fois. On arrive dans un endroit hyper bizarre. T'as la forêt, tout, et là t'as un rond parfait où toute l'herbe est comme brûlée, moisie, abîmée et tout, genre vraiment bizarre en fait. Et le plus bizarre, c'est que dans cette petite clairière, il y a plein de pics en bois dans le sol, avec des planches accrochées dessus et des symboles, presque des trucs runiques, tu vois, des chiffres, des Y à l'envers ou je sais pas trop quoi, j'ai pas d'explication, tu vois. Moi, rien que d'y penser, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux qui me montent tellement c'était vraiment malaisant et je sais pas expliquer pourquoi. Et déjà tous les deux à ce moment-là, tu vois, on commence à paniquer, mais pas à paniquer en mode tu respires fort, tu cours, non, en mode on est là. On regarde autour de nous, on se sent pas bien, on n'a jamais vu cet endroit et on se concentre surtout sur les panneaux, on regarde un peu. Et au bout de 2, 3, 4 minutes à regarder vraiment ce truc, on se regarde et on dit mec c'est bizarre, on est déjà passé par ce chemin, on allait souvent aux champignons, tu sais, à cause de la campagne, quoi, chercher les champignons et tout, on est passé plein de fois là, jamais il y a eu ce petit endroit bizarre. C'est comme s'il avait apparu du jour au lendemain, en même temps que notre cabane soit pétée et tout, enfin, pas normal. Et là, en une fraction de seconde, il se passe le truc le plus terrifiant que j'ai jamais vécu de toute ma vie. Il y a comme un énorme hurlement qui se produit, mais distordu, buggé comme un mélange entre un cri de corbeau, d'humain, hyper fort qui résonne dans nos oreilles. Tous les deux. Mais ça m'a pété les tympans. On est terrifiés, on se retourne vers le chemin pour sortir de la forêt, il n'y a plus le chemin. On voit pas le chemin. Et on se retrouve perdu en fait, on sait pas dans le sens où il a disparu, mais dans le sens où on est, tu sais, comme perdu dans nos pensées, perdu dans notre cerveau en fait. Et aussi dans le stress, tu vois, je pense qu'il y a aussi le stress qui joue sur ça, mais c'est quand même bizarre parce qu'on s'était vraiment, on est avancé, on s'est retourné, il n'y avait plus le chemin. J'ai pas trop d'explications à ça, mais bon, voilà. Donc on court, on trace, on se perd un peu dans la forêt, on court, et pendant qu'on court, on se retourne pas en fait parce qu'on est terrifiés tous les deux. Là par contre j'étais en larmes et mon petit frère aussi. Là on était vraiment terrifiés. Bah tu sais j'avais genre 11-12 ans, mon frère il a 3 ans de moins que moi, on était vraiment des petits quoi, tu vois. Bah comme toi dans ton histoire, t'es un gosse, t'as pas trop le truc d'être courageux, non, tu sais pas, t'es perdu quoi. Donc on court et on veut juste aller vers là où il y a un peu de lumière au loin pour sortir de la forêt. Et pendant qu'on court, on se sent vraiment poursuivi. Limite, on entend des bruits derrière nous comme s'il y avait un truc qui nous écrasait en fait et qui nous poursuivait. Au bout d'un moment, de cette terreur et tout, on réussit à sortir de la forêt. Et là, on avance, on n'est pas bien, on va se poser dans un champ adjacent un peu, tu vois. On s'assoit, on regarde avec mon frère, on n'est pas bien. Et on se dit, faut qu'on y retourne, parce que c'est trop bizarre. Limite, on commence un peu à en rire, à se dire non, mais on est con, on a stressé pour rien. On y retourne, et ma cabane n'est pas cassée. Le chemin est normal. Et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Les gars, on n'a jamais su. Hein? La cabane était toujours là. Et mec, c'est physiquement pas possible. Moi, je crois pas au paranormal. Et du coup, en réfléchissant, je me dis qu'on a peut-être vécu un truc du style hystérie de groupe. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
Quand il y a un stress dans plusieurs personnes peuvent avoir des hallucinations collectives. Ça a déjà causé des trucs... Ah ouais mec, ça a déjà causé des trucs aux États-Unis dans des écoles où en gros il y a plein d'élèves qui commencent à faire des crises d'épilepsie et tout alors qu'aucune n'était épileptique. C'est arrivé dans une école de filles aux États-Unis si je dis pas de conneries. Et en fait ça a été montré et beaucoup s'en sont remises mais beaucoup ont été traumatisés par ça que c'était une hystérie collective. On a deux théories. Soit on a vécu un truc comme ça, tu sais, on était tous les deux stressés, on était des gosses. Et on a presque halluciné et on s'est stressé tout seul. En plus, tu sais, quand t'es petit, l'espace, moi je me souviens quand j'étais petite, le jardin de mes parents me paraissait beaucoup plus grand qu'en fait. En fait, ça se déforme avec le temps, tu vois, c'est ça. Donc moi, perso, vous voyez, moi je suis très sceptique sur le paranormal, tu vois. Mais du coup, je trouve des théories et je me dis que c'est sûrement juste un truc comme ça que j'ai vécu. Mais l'histoire en elle-même, elle me met toujours des putains de frissons parce que c'est terrifiant en fait. Le moment où on sort de la forêt, on revient et il y a rien. Tu es tombé dans le monde à l'envers de Stranger Things, Ouais, c'est bon? C'est vraiment exactement vrai. Vous en reparlez avec votre frère de temps en temps? On en a déjà reparlé, mais lui, il était vraiment petit, donc il s'en souvient bof. Il se souvient des détails qu'on a entendu le cri, qu'on est tombé sur la clairière avec les panneaux, il sait plus ce qu'il y a écrit dessus. Genre là, on en a reparlé, tu sais, avant que je vienne, j'ai rappelé, enfin, on en a rediscuté, tu vois. Il m'a dit, lui, il se rappelle plus, il se rappelle juste qu'il y avait des petits chiffres sur les panneaux et tout. Et ma théorie, c'est aussi que peut-être, en fait, en grandissant, le souvenir, il s'est modifié dans ma tête, tu vois, parce que j'étais petit. Ça se trouve, la cabane, elle était pas cassée, tu sais, j'en sais rien, tu vois, mais c'est les souvenirs que j'ai. Et quand j'y repense, ça me met trop mal, genre vraiment trop mal. Et ça va aussi, ouais, avec le fait que dans cette maison, il est arrivé plein de trucs. Mais vraiment, hein, pour tous les abonnés qui regardent la vidéo, les gars, je raconte pas de conneries, je suis pas en train d'essayer de vous faire croire au paranormal ou quoi. Même moi, je suis hyper sceptique sur ce qui m'est arrivé. Mais je m'en souviens comme ça. Et c'est hyper perturbant, quoi. Merci beaucoup. Yes. Merci. Moi, je vous applaudis, vous, parce que vos histoires, c'était des dingues. Maintenant, c'est à Kelly pour ton histoire paranormale que tu as vécue. Quand on a vécu plusieurs, entre guillemets, histoires dans la même histoire. Ouais, c'est ça. Tu l'as un peu raconté sans trop m'en dire. Je te laisse la raconter tout de suite, quand tu veux. Allez. Alors moi ça date, j'étais au collège, je devais avoir entre 12 et 14 ans je dirais. À l'époque c'était assez spécial parce que il m'arrivait déjà des trucs assez étranges. Alors tout commence, c'était en plein été, donc on est en plein été, donc il n'y a pas de nuit, on peut pas avoir peur ou quoi que ce soit. Hein, qu'on est en pleine journée, en plein mois d'août, si je dis pas de bêtises. J'invite 2 amis à moi, donc 2 amis d'enfance, dont une qui est une voisine à moi. Et je passais tout mon temps avec elle. Donc une qui s'appelle Kelly et l'autre Oran. Donc je les invite à la maison. Et à l'époque, on n'avait pas du tout de clim ni de ventilateur malheureusement. Donc on fermait tous les volets en bas et en haut pour qu'on soit dans le noir complet et que la chaleur ne rentre pas. Chose importante à noter, c'est que mes parents étaient dans le jardin. Donc on était toutes les 3 dans la maison, personne d'autre à l'intérieur. Même pas mes chats. Pour dire. Mes chats n'étaient pas à l'intérieur non plus. On est dans ma chambre et en fait toutes les chambres, c'est un truc important à noter, en fait toutes les chambres sont collées. Ça fait un espèce d'angle comme ça en gros. Donc on entend tout un petit peu ce qui se passe. J'avais ma salle de jeu ici, anciennement la chambre de ma soeur et de mon frère, ma chambre, la chambre de mes parents. Et donc il y a donc une chambre qui était inoccupée où il y avait juste mes jouets, personne n'est rentré ni sortait. Donc on est dans ma chambre et on parlait de paranormal parce qu'à l'époque ça me passionnait, j'étais un peu trop dedans, je ne conseille pas. On en parle, etc. Kelly avait très très peur à l'époque parce que il s'était passé des choses avec Oran aussi, tout ça. Mais Oran et moi, c'est vrai qu'on avait tendance à beaucoup en parler. Je ne sais pas comment c'est venu en fait. Juste on a commencé un petit peu à se moquer. Moi je me disais ça n'existe pas, un peu une hallucination collective. Enfin, j'étais un petit peu dans le déni sur tout ce que j'avais vécu parce qu'en fait j'étais très effrayée par ce qui s'était passé. Et au lieu de me taire, j'ai préféré en rire. Comme je vous ai dit, il se passait des choses étranges. Et je me sentais jamais vraiment seule. Peut-être une dizaine de minutes après, en fait, j'entends au niveau de la salle de jeu, en fait, 3 coups qui proviennent de mon armoire. Ça fait vraiment toc, toc, toc. Je me dis à tout moment, une de nous 3 a voulu faire une blague. Sauf que on était tout à côté, donc c'était impossible. J'ai dit peut-être qu'il y a un de mes parents qui rentrait. Bon, ça peut arriver. J'ai dit non. On s'est fait peur, ça peut arriver. Au moment où il n'y a aucun bruit, où on se regarde, il y a un silence vraiment affreux, j'entends 3 toc-toc qui viennent. Je dis c'est pas possible. J'ai un chat qui a été enfermé en fait dans l'armoire. J'ai oublié un chat. Donc je vais dans la chambre
rien. Et là, je me sens pas bien. Je sais pas comment vous expliquer, je suis rentrée dans la pièce, je me suis sentie direct observée, je me sentais pas bien. Un truc important à noter aussi, dans cette pièce, il y avait un lit à roulettes. Vous comprendrez peut-être après pourquoi je dis ça. Voilà, je me dis, bon, tout va bien, il n'y a rien, j'ouvre l'armoire, il n'y a rien, tout ça. Je retourne dans la chambre, et là, je m'entends toc, toc, toc. Là, je commence vraiment à avoir très, très peur, et en fait, il y a tout mon corps qui se met à avoir des frissons, de la tête aux pieds. C'était affreux. Je retourne dans la chambre, et cette fois-ci, je réouvre en fait ma petite armoire, et j'avais des CD en fait qui étaient empilés les uns sur les autres. Et là, tous ces CD-là, en fait, me tombent dessus, sans que je comprenne d'où ça vient et tout. Et du coup, les filles, elles entendent un gros bruit, elles rentrent dans la chambre, elles voient tous mes CD dessus. Et elles me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je comprends pas, tous les CD me sont tombés dessus. Elles m'ont dit, mais Kelly, t'as mal rangé? Je fais, non, pas du tout, je n'ai pas mal rangé. Du coup, on se regarde, on sait pas vraiment trop quoi faire, on sait pas vraiment quoi dire, on sait juste qu'il se passe un truc bizarre. On retourne dans la chambre, je décide d'éteindre l'ordinateur. Et je dis, venez, on va dehors. C'est mieux. On va essayer de se détendre. Et on va oublier tout ça. On va rester dans le déni jusqu'au bout. Du coup, on va dans le jardin. Et donc, on se met autour de ma table. Donc, elles étaient face à moi. Moi, j'étais de l'ouest. Il n'y a rien. Enfin, bref, il y avait mon portail juste derrière moi. On s'assoit, on commence à discuter. Et on se dit, on a tout entendu la même chose. Peut-être... Je sais pas, il peut arriver plein de trucs, hallucinations collectives. La meuf, on est toutes bornées, on veut pas en entendre parler. Et là, les deux me regardent et elles se figent. Et là, je les vois livides. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Et là, elles me disent, Kelly, te retourne surtout pas. Et là, je suis en mode, on est en plein jour, il peut rien m'arriver. On est en plein jour. Alors, je me retourne, je fais comme ça et je me retourne vraiment petit à petit. Et là, ce que je vois, je l'oublierai jamais. J'ai vu en fait quelque chose au-dessus de moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très difficile à expliquer parce que ce qu'on voit, on ne peut pas l'expliquer réellement comme on l'a vu. Tout ce que je peux vous dire, c'était une femme qui se tenait derrière moi et que ça n'avait pas de pied. Et cette femme en fait portait une robe d'époque, je dirais des années 40. Et ça faisait comme ça, en fait, je faisais comme ça, comme ça, comme ça. Je sais juste qu'elle avait une espèce d'ombrelle. Vous savez, c'est pour se cacher du soleil. Soleil, ouais. Voilà. Elle portait comme ça n'avait pas de visage. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait des traits féminins, en fait. La sensation que j'ai eue, j'ai cru que j'allais mourir. Très clairement, j'ai cru que j'allais mourir. Et c'était... Vous voyez, quand vous regardez le soleil, ça vous aveugle. En gros, c'est ce que j'ai vu. Et en fait, c'était aussi transparent. Tu pouvais voir, en fait, ce qu'il y avait à travers. C'était juste transparent, c'était très lumineux. Et je savais qu'il ne fallait pas que je panique. J'ai dit, si je panique là, c'est foutu pour moi. Du coup, je me retourne. Elles sont comme ça, elles sont figées. Elles me regardent, elles ne savent pas quoi faire, elles tremblent. Je dis, bon, écoutez, prenez vos affaires, on va rentrer. Et elles me disent, comme ça, je suis non. Je dis, on va faire comme si on n'avait rien vu. On va pas paniquer, ça sert à rien. Donc, on rentre. Si on pense qu'à ce moment-là, j'ai été effrayée, c'est vraiment la suite qui a été le pire pour moi. Parce que quand elles sont parties, déjà au niveau de ma chambre, de ma salle de jeu, je n'ai plus réussi à rentrer. Au niveau du lit, ce que j'ai remarqué, au niveau du lit de la salle de jeu, en fait, il y avait, quand on s'assoit, vous savez, il y a on voit des formes de fesses parce qu'on s'est assis. J'en ai vu 3. En fait, comme si 3 personnes en fait s'étaient assises. Donc, comme si 3 personnes s'étaient assises, que c'était resté comme ça. Donc, on n'était pas rentré dans la chambre, je rentrais jamais dans ce... Voilà. Déjà, il y a ça. Les jours qui ont suivi, je me réveillais avec des marques sur le corps, avec des bleus. Je faisais des terreurs nocturnes, j'entendais des choses, je voyais des choses, je faisais des cauchemars sans cesse. Ça a été des insomnies sur insomnies. Et l'image de cette femme, elle m'a jamais quittée. C'était affreux. Il y a eu en fait une fois où mon père, il m'a dit, durant 2 semaines, il s'est passé 2 choses bizarres à 4h du matin. Il m'a dit, la première des choses, ça a été que je t'ai entendu pleurer en pleine nuit. Et quand il est rentré dans ma chambre, en fait, il m'a vu, j'étais assise et je pleurais. En fait, je pleurais, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Il m'a dit, mais on aurait dit qu'il y avait quelqu'un. Enfin, c'est bizarre, mais il y avait quelqu'un en face de toi parce que t'étais comme ça, en fait. T'étais assise et t'étais comme ça et comme si. Je sais pas, c'était étrange. Il m'a dit, et 1 semaine après, je t'ai revu dans la même position, mais cette fois-ci, tu rigolais.
Et voilà, et après, j'ai plus revu cette femme. À l'heure actuelle, je fais toujours des cauchemars. Je dors pas bien et tout. Je sais que je suis très connectée, je suis très avec le paranormal, etc. Mais c'est vrai que c'est très très effrayant et je veux plus du tout revivre ça parce que je sais qu'elle me voulait pas du bien, cette femme. Et tu l'as vu combien de temps cette femme là? Genre c'était une demi-seconde, un flash ou vraiment tu t'as vu, t'as pu Non, vraiment je me suis la. retournée, comme je vous voyais vous, je me suis retournée, je l'ai vue, cette femme. Je sais pas combien, mais peut-être 5 minutes. Mais 5 minutes qui ont dû... Ça a été interminable, c'est comme si j'étais pétrifiée. J'étais paralysée. Je l'ai regardée comme ça. Elle faisait quoi elle? Rien. Juste, elle était là, en fait, ça flottait en fait dans l'air. C'était vraiment... en fait, c'est comme si elle était là, en fait, sa robe commençait là, en fait, et il n'y avait pas de pied, il n'y avait rien. Pas de visage, pas de visage, pas de visage. Je pouvais juste deviner que c'était une femme parce qu'elle portait une robe d'époque. Je me rappelle que même au niveau de sa poitrine, elle avait un espèce de nœud, mais pas de visage, pas de pied, juste une ombrelle et une robe. Tu sentais qu'elle avait du mal, tu sentais qu'il y avait un aura négatif, quelque Ouais, chose de... en tout cas, elle était pas contente. En plus, je veux dire, ma maison en tout cas à moi, elle a été construite sur plan. C'est mes parents qui l'ont faite, etc. Ah, c'est ça la question. Voilà. Il n'y a pas d'historique avant. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout. C'est un ancien cimetière, quelque chose... C'est tes parents qui ont construit la maison? C'est ça, c'est eux qui font. Donc est-ce que peut-être des esprits les suivaient à eux? Peut-être à moi, peut-être Peut-être à toi. peut-être à mon amie Orane, justement, parce qu'elle est vachement connectée aussi et qu'il se passait des choses aussi bizarres chez elle, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était un terrain nu? Est-ce qu'avant il n'y avait pas... Ouais, c'était un terrain nu, il n'y avait rien du tout. Tu sais qu'à l'époque de la guerre, ou même à tout, on enterrait tout n'importe qui par rapport à la peste, on enterrait tout, enfin n'importe qui, n'importe où quoi. Ça c'est peut-être une théorie qui est... Années 40, il n'y avait pas de règles comme maintenant quoi. Donc Ouais, pour les ouais. enterrements, c'était un peu à l'arrache quoi. Donc En vrai, c'est peut-être possible. Hein. En tout cas, j'en sais pas plus. Je sais juste que c'est mes parents qui ont choisi ce terrain, qui ont construit leur propre maison. Parce que quand j'ai posé la question, mon père m'a dit... il a dû être terrifié quand il t'a vu rigoler. Ouais, Ça a dû être mais une image terrible. Bah ouais, il m'a dit, je comprends pas, parce qu'il m'a dit, je pensais que t'étais au téléphone. On m'a dit, je pensais vraiment que t'étais au téléphone. Et à l'époque, moi, j'avais pas du tout j'avais pas de téléphone portable. Enfin, si j'en avais, mais c'était les Samsung, les trucs comme ça, c'est pas les iPhones qu'on avait. Moi, j'appelais avec le fixe de chez moi. Mais il m'a dit, mais il m'a dit, j'étais assise, les yeux fermés, quoi. Il y a plein de trucs, ouais, il y a plein de trucs qui me sont arrivés encore aujourd'hui, mais ça a été la plus grosse histoire qui m'est arrivée, quoi. D'ailleurs Kelly, si tu sais les gens aiment beaucoup le paranormal sur ma chaîne, donc pourquoi pas tu nous dis depuis le début que tu as vécu beaucoup d'événements flippants, paranormaux comme ça. Pourquoi pas faire une interview si les gens sont d'accord? Si t'es chaud toi aussi. Une interview carrément de toutes les histoires paranormales que tu as vécues. Pourquoi pas en vrai, si les gens aiment aimeraient Franchement, t'écouter ouais. raconter, pourquoi Ouais, pas. avec plaisir. Les amis, à vous de nous dire en commentaire si vous voulez. Bah merci Kelly, on peut l'applaudir. Franchement l'histoire était folle. Mec, les frissons que ça m'a mis, j'ai eu une premier degré. J'ai jamais eu ça dans aucune histoire de ma chaîne, une larme à l'œil. Parce que les détails m'ont terrifié. En vrai. Salut, je suis québécoise et je te suis sur YouTube. J'adore ton style et ton humour. Merci beaucoup. Il est vrai que je fais beaucoup moins d'humour maintenant dans les threads, mais des fois je me permets des petites touches. J'espère que vous kiffez. Dites-moi en commentaire si vous aimez honnêtement quand les youtubeurs thread d'horreur ou qui racontent des histoires de manière générale font de l'humour. Est-ce que vous aimez ça en fait? Dites-moi ça m'intéresse de savoir la réponse. Enfin du moins au début des histoires, parce que en plein d'histoires c'est pas tellement dingue, on perd l'ambiance. Dites-moi ça honnêtement, ce que vous en pensez. Je me suis dit pourquoi pas lui envoyer mon histoire de chat fantôme qui est venu nous dire au revoir. Ce n'est pas une histoire terrifiante comme elle nous le précise. Elle est juste mignonne, mais sur le coup elle était genre méga perplexe. Tu en feras ce que tu veux. J'aime bien me remémorer cette histoire et j'aime bien la raconter dès que je peux. Cette chatte était pas mal volontaire. J'entends par là qu'elle était apparue dans nos vies comme un cheveu sur la soupe et nous a pour ainsi dire adopté. Rien à faire. Même si son ancienne maîtresse est venue la récupérer plusieurs fois, rien n'y faisait. Elle revenait toujours vers nous. Donc, avec l'accord de son ancienne maîtresse, elle est devenue notre chatte. Nous l'avons appelée Achille, car Caramel était trop banale pour nous. Et elle a consenti à ce nom, car elle y répondait très bien. Tous les soirs, avec les enfants, nous partions faire une promenade pendant une trentaine de minutes environ. Et Achille, étrangement, nous suivait. Elle gambadait autour de nous, de près ou de loin. Chose importante à savoir pour l'histoire, quand nous arrivons près de la maison, elle nous dépassait toujours en courant. Elle s'associait même sur le bout de la rampe de la galerie et nous attendait. Quand on rentrait à la maison, elle allait toujours se coucher sur le sofa, d'où elle nous voyait la journée évoluer. Ce manège était invariablement le même. Elle faisait vraiment partie intégrante de nos promenades. Elle nous accompagnait toujours. Tous les soirs, nous appelions Achille pour qu'elle rentre pour la nuit. Elle revenait toujours, mais ce soir-là, non. Elle était tellement obéissante à notre appel que nous nous sommes tout de suite inquiétés. Mon conjoint avait par contre souligné qu'en appelant, il avait vu fuir quelque chose et partir plus loin. Alors il a refermé la porte de la maison pour la nuit entière, se disant peut-être qu'elle reviendrait le lendemain matin. Mais malheureusement, le lendemain,
pas d'Achille du tout. Les enfants et nous étions très inquiets. Donc mon conjoint a appelé la police pour savoir s'il n'y avait pas eu un chat rapporté mort. Et en effet, un chat de couleur caramel a été retrouvé mort sur la rue Lasny, une rue qui était relativement près de chez nous. Nous avons directement su au premier regard que c'était elle. Nous sommes allés la récupérer dans un sac et l'avons enterrée dans la cour. Pendant plusieurs jours, nous avions une grande peine, car cette chatte était vraiment différente. Et nous l'aimions profondément. Nous pensions à voix haute, pourquoi n'es-tu pas revenu ? La vie a tout de même continué. Nos promenades du soir avec notre Achille en moins étaient teintées d'une grande tristesse. Mais un soir, alors que nous prenions notre éternelle marche, nous avons vu un chat. On a continué à déambuler sans en faire cas, mais plus loin, encore ce chat. Il nous a suivis tout le temps, comme le faisait étrangement Achille. Comme nous arrivions à la maison, le chat s'est comporté exactement comme Achille. Il a couru pour nous devancer, nous a attendus sur le bout de la rampe, s'est faufilé pour entrer et est allé s'asseoir sur le sofa. Les enfants et moi, nous sommes regardés perplexes. Nous pensions exactement la même chose. C'était vraiment étrange. Nous avons fait la routine du soir, les bains, les histoires, et sommes redescendus au salon. On s'est assis devant la télé, comme toujours, le chat était encore à la même place, ça a duré quelques minutes et il a demandé la porte. Il est sorti et nous ne l'avons plus jamais revu. En racontant cette histoire à mon conjoint, nous en sommes très vite venus à la conclusion que notre appel au ciel après sa mort, pourquoi n'es-tu pas revenu, avait eu au final peut-être sa réponse. On pense qu'à cette question, elle y a répondu en prenant possession d'un autre corps de chat et que c'était son dernier au revoir. Comme si elle n'avait finalement pas eu le temps de le faire. Je te raconte ça et j'en suis encore très ému. C'était une chatte avec une personnalité vraiment magnifique. Voilà mon histoire, merci et continue ce que tu fais. Tu le fais très bien et tu me fais vraiment rire. Merci beaucoup Julie pour ce partage. L'histoire est, comme tu l'as dit au début, assez touchante. Je me croyais vraiment dans le film Cimetière pour les gens qui ont vu. C'est un peu la même histoire. C'est un chat qui revient en fait de parmi les morts, qui vient rendre visite à la famille mais pour une toute autre raison. C'est pour vraiment annoncer la tuerie de la famille en fait. Bref, le film est glauque, je sais pas si vous l'avez vu mais je vous le conseille, il est vraiment flippant. Je crois des pires films d'horreur en termes de glauquitude que j'ai pu voir. Ça m'a fait penser à ça, du coup l'histoire m'a pas mal touché. Mais là on est vraiment pas sur un truc glauque, on est plus sur un truc émouvant. Et j'espère d'ailleurs que cet événement assez triste mais à la fois beau d'une certaine manière a pu faire passer à autre chose, que t'as pu faire le deuil de ton chat. En tout cas je te le souhaite et on te le souhaite tous. Merci Julie pour ce partage. Du coup, la deuxième histoire, elle se passe il y a plus de 20 ans de ça. Du coup, quand j'avais quasiment 11 ans, je pense que c'était ça, parce que moi j'ai des souvenirs un peu vagues. Du coup, je venais d'aménager dans une nouvelle petite maison mitoyenne. Alors, rien d'alarmant, rien de grave ni rien. Je me souviens que c'était un mois et demi après notre aménagement. Bon, un soir normal. J'entends en fait mon chat, parce que j'avais 2 chats en fait, c'est juste à préciser, j'avais 2 chats. Et j'ai un chat en fait, je l'entends, vous savez, feuler, mais comme quand ils se battent. Et moi, honnêtement, je me dis, attends. Il va pas se battre avec mon autre chat parce que de toute façon ça fait déjà presque 8 à 10 ans qu'ils sont là, donc c'est pas possible. J'avais des écureuils du Chili, donc je me suis dit peut-être qu'ils, je sais pas, ils sont enfuis, ils sont échappés, peut-être qu'ils, je sais pas, enfin voilà, peut-être un comportement que je comprends pas. Du coup qu'est-ce que je fais ? Ça me réveille. Et du coup, je descends, parce que j'avais un escalier en colimaçon, du coup je descends dans mon salon et je regarde. Donc j'essaie de voir qu'est-ce qui va pas. Je regarde un petit peu partout, est-ce qu'il y a pas un petit truc qui est rentré ou quoi. Je regarde dans ma cuisine, un peu partout, et bon, il n'y a rien. Je dis bon, voilà, je remonte. Je vais me mettre au lit, 2-3 minutes plus tard, je le réentends encore qui est en train encore de miauler. Bon, ça n'a pas encore réveillé mes parents, ce qui était assez étonnant d'ailleurs. Et du coup, je redescends. Je me dis bon, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a ce chat en fait? C'est quoi son problème quoi? Et j'essaie encore d'inspecter, de regarder, de fond en comble un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir. Je dis j'ai rien, il y a toujours rien. Et je dis par contre en haut j'espère qu'il va pas le refaire parce que sinon mon père il va se lever et puis bon ça va pas se passer de la même façon. Du coup je repars me coucher et là c'est reparti une autre fois. Et là par contre j'entends mon père qui a entendu du coup le vacarme de mon chat, donc j'entends qu'il est réveillé et du coup j'ai attendu en fait le moment que lui se réveille en même temps pour que lui dire voilà écoute je viens de l'entendre ou quoi, je suis descendu, il y a rien quoi. Bon, on descend tous les deux, on n'observe pas grand chose de spécial, si ce n'est que ma porte d'entrée était ouverte. Alors déjà il y avait un truc bizarre, ce que je n'ai pas remarqué la première fois. Ah, c'était ouvert depuis le début? Je ne sais pas, mais je pense pas. Pour moi, franchement, dans mon souvenir, ce n'était pas ouvert. Parce que vraiment, tu vois, je suis allé un petit peu partout dans la maison. Par contre, je sais pas si vous connaissez, il y a des, ça existe des fois dans les maisons, il y a des placards en fait, tu sais, qui sont en gros sur les murs. Et en gros, c'est plein, enfin c'est vide, tu sais, c'est un placard que tu ouvres comme ça. C'est encastré. C'est encastré exactement. Et moi, j'avais un placard comme ça, pas très large comme ça, qui était encastré sous mon escalier. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est qu'en fait, ce placard, il était ouvert. Mais il ne l'était pas quand je suis descendu les 2 premières fois. Donc du coup, ce que j'ai compris, c'est que les 2 premières fois quand je suis descendu, il y avait quelqu'un qui était dans ce placard.
qui est sorti en fait. Et c'est sur lui que le chat a probablement C'est gueulé. exact. Franchement, c'est pour moi, j'ai pas d'autre explication. C'est le chat, comme un chien, qui, je sais pas, peut-être a senti un danger de fou. Et en fait, moi, ce qui me tue, c'est de me dire, c'est le seul endroit où j'ai pas regardé. Mais réellement, c'est le seul endroit. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, vu que c'est le seul endroit que j'ai pas regardé, mais on sait qu'il était dedans. Pourquoi? Normalement, ce qu'on fait, on voit la porte ouverte, on voit tout ça, on appelle la gendarmerie direct. 10 minutes après, en fait, mon père, il remonte, il prend une espèce de coupe-coupe, là, ce qu'on sert en Guyane pour couper les lianes ou quoi, en cas où, si jamais il revient, on sait jamais. Enfin voilà, manière de protection. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait? J'avais un petit portail en bois et en fait, on voit le sac de ma mère reposé, enfin posé dessus. Alors que juste avant, 5 minutes avant, il n'était pas. Le gars, c'est un truc que j'ai pas compris. Il est parti avec le sac de ma mère et en fait, il l'a reposé après. Alors, franchement, je ne comprends pas. C'est le gars qui est trop bizarre. Et du coup, forcément, il était dans le placard à l'intérieur, puisque son sac, il était dedans. Dites-vous juste que vous avez 11 ans, et en gros, il suffisait juste que j'ouvre ce placard, et j'aurais vu ce mec, en fait. Et tu sais qui c'était ce mec ou pas? Ouais, vous avez eu des retours de la gendarmerie? Non, mais nous, personnellement, on a peut-être des soupçons. Je sais pas, je dis ça après, je sais rien. On a peut-être des soupçons sur nos voisins. Je sais que ça me paraît bizarre, mais on avait des voisins peut-être un peu étranges. Il y avait un truc, je voulais vous dire aussi, c'est que on a toujours l'habitude de fermer les portes derrière nous, etc. C'est une sorte pas de protocole, mais voilà. Et en fait, c'est le seul jour où je me souviens, ma mère et moi, on avait dit à mon père, surtout, écoute, après que tu aies fini de regarder la télé ou quoi, en montant, tu fermes la porte. C'est le seul jour où il a oublié de fermer la porte. Et en plus, en fait, quand on est sorti dans le quartier, en fait, ce gars-là, il avait ouvert tous les garages. Il avait réussi à ouvrir tous les garages. Seulement, nous, notre garage, il était fermé. C'est la porte d'entrée qui était pas fermée. Comment il a ouvert les garages? Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais quasiment tous les garages étaient ouverts. Je me mets à la place du toi de 11 ans. Quand t'as réalisé que 2 fois t'es descendu, il y avait un mec dans le placard. Enfin, un mec ou une meuf, mais quelqu'un dans le placard. Imagine un moment de panique, tu sais, et le mec qui scanne l'intrus panique. On sait pas, il peut peut-être le Il frapper. frappe, il peut te tuer, c'est un gosse de 11 ans. Par peur, tu sais, d'être incriminé après, tu vois. Oui, non, mais exactement. Franchement, totalement. Et tes parents, du coup, ton père, est-ce qu'il a chopé le mec après ou non? Non, il l'a pas chopé, mais je veux dire heureusement pour lui parce que. Et depuis, t'as plus jamais eu de choses bizarres comme ça? Non, alors niveau cambriolage, non. C'est vraiment le seul truc que j'ai eu. En plus, c'était l'anniversaire de ma sœur. Ce jour-là, je me souviens, c'était en plein mois de mai, le 14 mai. Et le jour d'anniversaire de ma sœur, c'était génial. En plus, 4h du matin, super, trop cool. Et ben, bon anniversaire à ta sœur. S'il y a des gens qui regardent le 24 mai, les gars, sautez-lui en commentaire si vous regardez en étant à 24 mai. Ce qui est flippant dans l'histoire, je trouve, c'est que tu te sens rendu compte après. Mais surtout que, imaginez si jamais au final, j'aurais pu voir son visage et qu'au final, ça aurait été un de mes voisins. Ouais. Là, par contre, je sais pas du tout, mais du tout comment ça aurait pu se passer parce que. Ouais. Ok, l'histoire 1, c'est l'histoire de Thiago. Merci beaucoup Thiago d'avoir pris le temps de m'avoir écrit ton histoire par mail. J'ai hâte de la découvrir. Salut Léo, j'espère que tu vas bien et je viens de te connaître et je passe mes journées à écouter des podcasts. Merci Thiago. J'ai une petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais 11-12 ans, j'étais en CM2. Il faut savoir qu'à cette époque, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Étienne, avec qui nous étions passionnés par les histoires paranormales, notamment sur les extraterrestres. On passait plusieurs heures devant les documentaires parlant de la zone 51. Durant cette année de CM2, je suis parti avec ma classe et mon meilleur ami en classe de neige dans un chalet. Et il faut savoir qu'il m'est arrivé 2 choses très étranges durant ce séjour. Voici la première chose qui nous est arrivée à mon ami et à moi. Nous étions 6 par chambre avec 3 lits superposés. Mon meilleur ami et moi étions dans les lits du bas, côte à côte. C'est la première nuit, nous n'arrivions pas à dormir pleinement, et nous deux n'étions pas du tout à l'aise. Il faut savoir que les autres dans la chambre arrivaient, eux, pleinement à dormir pourtant. Quelques jours passent, et cette sensation reste. Mais on sent quelque chose dans la pièce, une sorte de présence. Un soir, après une journée de ski, l'heure du dodo arrive. Et, étonnamment, mon ami et moi arrivons à dormir. Sauf que dans la nuit, je dirais vers 2-3 heures, je n'avais pas, il faut savoir, de téléphone à cette époque-là, je me réveille en sursaut après avoir fait un cauchemar où une femme vient me chuchoter à l'oreille que je dois faire attention à ceux qui m'entourent car ils me veulent apparemment tous du mal. Et du coup, en me réveillant, plein de peur, je vois une sorte de présence blanche partir vers la fenêtre. Et là, un gros bruit sourd. Par peur, je me cache sous les draps et je ne bouge plus. Et j'essaie tant bien que mal de me rendormir. Le lendemain matin, je me réveille et je n'ai pas voulu inquiéter mon meilleur ami. Donc je n'ai rien dit. Mais lors du repas du soir, on se retrouve tous les deux en train de manger une raclette et je lui en parle. Je lui raconte avoir vu une espèce d'entité blanche passer dans la pièce dans la nuit et là, il me dit que durant la nuit, il a entendu un bruit.
sourd, qui l'a réveillé. Et en se réveillant, il a cru apercevoir quelque chose vers la fenêtre de sa chambre. Après ça, pendant plusieurs jours, on s'est retrouvé à dormir entièrement sous la couette. Voilà ma première histoire. Et ce n'était pas la première fois que je voyais des présences lorsque je me réveillais la nuit. PS, en rentrant de mon voyage, un de mes meilleurs amis de l'époque a inventé des rumeurs sur moi comme quoi je le harcelais. Dites-vous qu'il a même voulu porter plainte contre moi et j'ai failli me faire virer de la primaire à cause de ça. Plus tard, il a avoué avoir menti et qu'il avait fait ça car il était jaloux de moi. Car mes parents étaient encore ensemble et que mon père était présent. Tandis que le mien, lui, passait beaucoup plus de temps avec moi. Donc ça, c'était la première histoire de Thiago. Maintenant, passons à sa deuxième petite anecdote qu'il a nous raconter. Voici la deuxième histoire. Les jours passent, on reçoit des lettres de nos proches, car oui, on discutait avec nos parents et autres par lettres, vu qu'on restait 2 semaines dans le chalet. On ramène les lettres dans nos chambres et on les lit. Bref, la journée suit son cours. Le soir, on va se coucher et je mets mes lettres sous mon oreiller. La nuit passe et rien ne m'arrive. Sauf que, stupeur, à mon réveil, j'ai mon ami qui me regarde apeuré et me demande si je vais bien. Je réponds que oui, mais je me demande quand même pourquoi mes lettres sont par terre. Et là, il me raconte que dans la nuit, il s'est réveillé et il m'a vu assis sur le lit avec des lettres dans la main, sans lumière, en train de les lire pour finir par les jeter ensuite par terre. Il a donc naturellement demandé cette nuit-là ce que je faisais. Et là, il me raconte que dès qu'il a prononcé ces mots, je me suis retourné vers lui, les yeux noirs et grands ouverts, car oui, il avait allumé sa lumière de chevet. Il m'a dit que je n'ai pas arrêté de le fixer pendant une dizaine de minutes. Puis, apparemment, je me serais allongé dans mon lit, dos à lui, pour finir par très vite retrouver mon sommeil. Il me dit alors qu'il a eu la peur de sa vie et que, depuis ce jour, il a demandé à celui qui dormait au-dessus de lui de changer de lui, car il avait trop peur de moi et de l'histoire qu'il avait vécue avec moi. La suite du séjour se passe et rien de bizarre n'arrive. Et c'était la fin de ma dernière histoire. Je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, mais depuis ces événements, je dors systématiquement avec des draps sur moi. Et on te comprend, Thiago, vu ce que t'as vécu. Ok, putain, trop cool, j'ai adoré la première histoire de Thiago. Elle était incroyable. Merci pour avoir pris le temps, Thiago, c'est super. Alors, moi, j'ai une théorie sur ton histoire. Je pense que tu as vécu un épisode de somnambulisme. Voilà. Dis-moi en commentaire si t'as pu en faire avant ça. Mais moi, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ma théorie la plus probable. Force à toi si ta maison est hantée. Trouve tout le courage en commentaire. Mais je pense que moi, plutôt, c'est explicable et que c'est pas paranormal du tout, en fait, ce que t'as vécu, Thiago. À part peut-être le début, la première histoire, peut-être. On est peut-être sur du paranormal. En tout cas, la deuxième peut être, pour moi, je pense, explicable. Tout le monde espère, Thiago, en commentaire, que tu as vaincu ta phobie de dormir systématiquement avec des draps. En plus de ça, c'est l'été. Force à toi, mon gars. Je m'engage, si tu vois la vidéo et si tu commentes et si tu obtiens, on va dire, allez, 100 likes, je t'achète des nouveaux draps. Thiago, tu m'enverras ton adresse sur Instagram et je t'enverrai, voilà, des nouveaux draps. Donc moi, mon histoire elle se passe en 2021, au début d'année scolaire. Et il faut savoir que cette époque-là, du coup, je suis en seconde. Et la gare, la ville, c'est pas trop mon délire, quoi. J'y allais pas souvent, parce que moi, il faut savoir que j'ai vécu toute ma jeunesse en fait en campagne. Voilà, d'ailleurs, une jeunesse trop cool, mais ça, on n'en parlera pas. C'est pas le sujet. Là, on va parler d'un truc qui m'est arrivé d'hyper glauque, quoi. Et aussi d'une connerie que je ne referai plus jamais et que je déconseille tout le monde voilà, de faire. Donc voilà, je m'étais inscrit à une école où je faisais du dessin. Voilà, c'est un détail comme un autre qui ne sera pas important pour la suite, mais voilà, j'étais scolarisé dans un établissement. J'étais en bac pro, pour être précis. Pour premier jour, tout se passe bien, deuxième jour aussi, troisième jour aussi. Et quatrième jour, il y a un événement un peu badant qui m'arrive. Il faut savoir que je prenais le train pour me rendre à mon école. Il y avait à peu près, je crois, 35 minutes de trajet. Et du coup, il m'a amené à la gare Toulouse-Matabio. La gare, du coup, où on était tout à l'heure, Kelly. Avant le tournage. Cette gare, honnêtement, pour vous la décrire, elle est pas tellement safe, comme toutes les gares finalement. Quand on dit gare, forcément, c'est pas le truc le plus safe hein, quand on pense à ça directement. Donc voilà, un beau jour, voilà, je me lève le matin, je vais à la gare, tout se passe bien, j'arrive en cours, ma journée se fait, tout se passe bien quoi. J'ai aucun problème, limite je passe une très bonne journée hein, finalement. Le soir arrive, je suis avec un pote qui s'appelle Léo, dédicace à lui. Comme moi d'ailleurs, hein, qui s'appelle aussi Léo. Voilà, on va du coup au métro, on fait le trajet du métro à la gare. On se quitte du coup parce que lui prenait un trajet différent, donc un train différent, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs quais et donc plusieurs trains, hein, comme dans toutes les gares. Donc lui prend un train différent et donc va dans un autre quai. Et donc moi je m'apprête à aller dans mon train, sauf que j'ai une énorme envie d'aller aux toilettes. Donc ce que je fais, j'essaie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, tout se passe bien pour le moment, sauf que je me rends compte qu'il faut payer pour aller aux toilettes. Sauf que je regarde mes poches, mon portefeuille, il n'y a pas un seul sou. Et dites-vous que les toilettes c'était je crois 50 centimes. J'avais pas 50 centimes. Et je n'osais pas demander à des personnes, voilà, par respect. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller un peu plus loin et donc hors de la gare. Je vais hors de la gare, dans une ruelle assez sombre, je m'écarte vraiment de la gare, ce qu'il ne faut pas faire, hein. Je déconseille toute personne à faire ça. C'est vraiment terrible en plus de ça en ville. Vraiment, je vous déconseille. Et pourtant, c'était en journée. C'était vers 17h, je me souviens bien. Donc voilà, je vais dans une petite ruelle, je ne sais plus exactement dans Toulouse, voilà exactement, mais bon, c'est une petite ruelle comme ça, quoi. Et dites-vous que dans cette ruelle, je l'ai choisie parce qu'il n'y avait personne. Je voulais que personne ne me regarde, évidemment, faire pipi, quoi. Hein, logique. Je commence à défaire mon bouton pour faire pipi. Sauf que quelques secondes après, j'entends des bruits de pas derrière moi.
Et moi, automatiquement gêné par cette situation, j'avais pas envie que quelqu'un me regarde ou m'écoute faire pipi. Bah, très vite, je remonte mon pantalon, quoi. Enfin, je remets ma braguette et très vite, j'essaye de fuir la situation qui, je pense, allait me gêner. Je me retourne pour partir et là, cet homme, en fait, bloque la sortie. Parce que la ruelle était très étroite, pour vous préciser ça. Vraiment, fallait vraiment forcément que je le croise très très proche si je voulais sortir, quoi. Et le mec, il faut savoir, pour vous le décrire un petit peu, il était très grand et il marchait pas droit. Donc moi je me suis dit directement, je vais tomber sur un mec un peu lourdeau qui va sûrement m'accoster. Je savais très bien en le voyant, j'ai directement vu à son allure un petit peu bizarre qu'il allait forcément me parler. Donc je me dis bon, ça va être mon tour, quoi. Je m'arrête devant lui car il est hyper imposant. Et là je vois qu'il a, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il a les yeux comme s'il avait pris des substances que personne ne connaît, quoi. Vraiment les yeux noirs, mais quand je vous dis les yeux noirs, c'est des yeux de démon, quoi. J'ai jamais vu un mec aussi flippant que ce mec là, tu vois. Il fait 1 mètre, peut-être 1 mètre, 90, vraiment un mec immense, quoi, tu vois. Et du coup moi je marche tranquillement, je ralentis un petit peu avant qu'il m'arrête parce que oui, il va m'arrêter avec son bras, il va mettre son bras vraiment devant moi pour vraiment arrêter ma course, quoi. Du coup moi je m'arrête, je dis bonjour et lui il me parle dans une langue que je ne connais pas. C'est un mélange d'arabe, de russe, je comprends vraiment pas ce qu'il me dit, mais il me montre son bras. Et moi, dans le feu de l'action, je vois un peu flou. Je sais pas comment vous décrire ça, mais vraiment, je panique. Et en fait, ça rend ma vision floue. C'est trop bizarre. Donc voilà, je vois flou et je regarde son bras. Il me montre quelque chose, j'arrive pas à voir. Et c'est un stylo qu'il a en fait dans sa manche. Il me montre un stylo. Mais en fait, en faisant la mise au point exactement sur son bras, en fait, je me rends compte que c'est un stylet. Et un stylet, c'est quoi? C'est un couteau hyper fin. Et donc là, en fait, le mec me sort un couteau. Et dites-vous que, comme je vous l'ai décrit au début, en fait, la ruelle est tellement étroite que je n'ai même pas la place pour partir, quoi. Du coup, je suis arrêté devant ce mec et je sais pas quoi faire, quoi. Et dites-vous que par gêne, ce qu'il ne faut pas avoir à ce moment-là, je n'arrive même pas à réagir, quoi. Comme si mon corps était bloqué. Donc je réfléchis à une solution dans ma tête, je comprends toujours pas ce qu'il me dit, il me parle bizarrement, il me monte son bras, il fait « donne-moi ». Voilà, très bizarre, hein, vraiment la discussion, et c'est même pas une discussion, c'est vraiment une altercation hyper gentille, hyper chelou. Donc voilà, moi je sais pas quoi faire, je suis là, je suis figé complètement, je suis tétanisé, je tremble. Et dites-vous que là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait non, au revoir, je me suis barré en courant. Mais après vraiment peut-être 30-40 secondes en restant immobile, quoi. Je suis resté 40 secondes immobile, sans rien faire, quoi. Donc je cours et dites-vous que je n'ai jamais vécu ça, je tremble en courant. Vraiment, je suis prêt à tomber par terre tellement que je tremble, quoi, en courant. Je cours vers la gare, je prends mon train et je rentre chez moi. Et ce mec-là, je ne l'ai plus jamais revu. C'est la rencontre la plus étrange que j'ai jamais faite. Et pour les gens qui sont là depuis le début, ils savent que j'ai déjà raconté cette histoire. Et ce mec-là, je sais pas qui c'était. Sûrement un mec peut-être drogué, voilà, je sais pas. Est-ce que c'était un sans-abri? Je sais pas du tout. Qui était un petit peu bourré, qui s'était alcoolisé avant. En tout cas, il m'a bien fait bader. Et dites-vous que si j'avais pas réagi très vite, enfin j'ai quand même mis 30 secondes à réaliser, mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis vite barré. Et dites-vous que si, je sais pas, moi j'avais pas pris la décision de partir et que j'avais continué à rester là, est-ce qu'il m'aurait pas planté? Voilà, je sais pas du tout, mais en tout cas, ça m'a trop fait flipper. C'est vraiment l'anecdote la plus peut-être flippante que j'ai vécue avec un être humain. Voilà, c'est la fin de mon histoire, mais en tout cas, les gars, ça m'a trop fait peur, quoi. Et c'est une des rencontres les plus flippantes. Voilà. Donc voilà, faut faire gaffe à ce genre de personnes. Voilà, si vous voyez des personnes, c'est évident, mais un peu bizarres à la gare, vraiment écartez-vous, ou au soir, en vrai, essayez de, en ville, essayez toujours d'être accompagné, pas seul. Bon, c'est compliqué, mais et même j'ai vu une histoire. Bon, ça, je pense que tout le monde est au courant. Il y a des femmes et des hommes des fois aussi, mais c'est surtout des femmes qui sont avec des poussettes. Et des faux bébés. En fait, c'est des fausses femmes avec des bébés dans les poussettes, en fait, qui profitent de la bienveillance des gens pour demander d'acheter du lait pour les bébés. Et en fait, ils se rendent compte, les gens, que c'est pas du tout à force de discuter avec eux, que c'est pas du tout des vraies femmes enceintes, enfin, qui ont des bébés, et ils finissent par se faire enlever ou voilà, après enlever dans les trafics d'organes. Enfin, c'est vraiment des histoires assez sombres comme ça. Donc voilà, faites gaffe à côté des gares, vraiment les gars, je vous en supplie, n'acceptez pas n'importe quoi et faites attention, ne vous exilez pas comme moi j'ai pu le faire finalement dans des rues sombres. Pire idée voilà, que j'ai pu faire de ma vie. Voilà. Vous avez kiffé ou pas l'histoire? Bon, moi j'ai pas kiffé honnêtement quand je l'ai vécu, mais ce qui m'a fait le plus peur dans cette histoire en fait, c'est vraiment de voir l'homme comme s'il avait pas de deuil en fait. Il avait les yeux noirs, quoi. Et c'est ça qui fait le plus peur, comme si on l'avait limite, enfin c'était un zombie, quoi. Le mec c'était un zombie. Ça, j'étais hyper petit, moi je connaissais pas la ville, j'étais hyper crédule sur voilà, la vie en ville, quoi. Je sais pas qu'il y avait des gens comme ça un peu fous, parce que c'est vrai que en ville c'est là où tu peux retrouver le plus de personnes folles, quoi. Matabio en plus. Matabio, gare très très dangereuse, en vrai de vrai très dangereuse, hein. Faites gaffe quand vous allez à Matabio, c'est un peu terrifiant.
Bon les amis, moi je vais vous raconter du coup une histoire paranormale que j'ai vécue dans ma maison en 2019. C'est une histoire qui honnêtement m'a pas mal fait réfléchir sur mes croyances au paranormal et je peux vous dire que maintenant j'y crois. T'as vécu un truc qui te fait y croire? Ouais, surtout grâce à une personne. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, j'emménage dans une maison en 2019. Tout se passe bien. Ma mère est contente parce qu'en fait, elle avait un métier, elle avait beaucoup de routes en fait à faire. Et du coup, d'emménager dans cette nouvelle maison, en fait, ça lui rétrécissait en fait son chemin vers son travail. Du coup, elle est hyper contente. Nous aussi. Sauf que bon, évidemment, nous on quitte nos potes, on n'est pas forcément les plus heureux. Mais tant que notre mère est heureuse, nous aussi. Tout se passe bien, on emménage. Bon, c'est un peu épuisant honnêtement. Vous connaissez hein, les allers-retours avec le camion rempli de cartons. On finit par s'installer, tout se passe bien. Je vous imagine un peu la maison, grande maison, un terrain de 2500 mètres carrés. C'est vraiment l'idéal, vraiment en pleine campagne, on sent respirer quoi. Même si bon, moi je change plusieurs fois de collège et que je suis un peu déprimé à cette époque-là pour être totalement transparent avec vous. Dans le cocon familial, on va dire, tout se passe bien. Pour le moment. Parce qu'après, ça va pas trop bien se passer. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On apprend, avant d'emménager, enfin tu vois, mes parents apprennent et nous lisent quelques temps après qu'une personne dans la maison, précisément dans le garage, voulait mettre fin à ses jours. Mais il n'a pas réussi parce que son fils l'en a empêché. En fait, il voulait se pendre dans le garage, hyper triste. On apprend ça, on est quand même en mode waouh. Ok, bon, voilà, on a trouvé quand même ça cool que l'agence nous précise ça quand même, c'est hyper cool. On vit notre vie normalement, sauf qu'il y a un événement moi qui va me perturber. C'est qu'en fait je vais emménager moi mon studio dans le garage, dans l'ancien bureau de mon père. Parce qu'il faut savoir en fait que mon père faisait du télétravail et du coup il avait un bureau en fait dans le garage, bureau qui je vous l'avoue était pas fou, il faisait froid, le chauffage déconnait, enfin voilà, l'ambiance était pas dingue tu vois pour travailler. Donc lui il est remonté en haut, voilà, il s'est fait un petit coin dans le salon, on a un peu agrandi la maison pour que lui ait son espace de travail, comme il est comptable, voilà pour vous expliquer un peu. Donc voilà, moi il me dit, tu sais quoi Léo, t'es youtubeur, ta chambre, bon, c'est peut-être pas l'endroit le plus sain pour dormir et tourner tes vidéos, donc tu peux t'installer dans mon ancien garage. Il n'y a plus personne. Donc moi je suis trop content, yes, trop cool. Je vois le truc arriver. Je m'installe dans le garage, génial, je suis trop content. Sauf que quand je m'installe, il va se passer un truc qui m'a trauma de ouf. Donc le jour arrive où je m'installe tranquillement, voilà, je mets tous les cartons dans ce fameux garage qui est en bas du coup. Il y a des longs escaliers pour vous expliquer en fait qui mènent à ce garage. Je m'installe, je mets mes pop figurines, j'installe mon décor, les meubles, hop, je monte tout ce qu'il faut. Et là j'entends à un moment donné, il faut savoir qu'il était midi à ce moment-là. Mon père préparait à manger et mon frère jouait dans sa chambre. J'entends un cri étouffé, comme si quelqu'un disait « Léo !» mais très fort. Alors moi, je me dis que c'est mon père qui a crié et qui m'a appelé pour manger comme il était midi. Donc moi je dis papa j'arrive 2 secondes, je crie aussi comme il y avait quand même assez de, c'était quand même éloigné le garage et il y avait pas mal de distance, du coup moi je crie, qu'une réponse. Du coup je me dis bon j'espère qu'il va pas me défoncer quoi. J'avais peur de ça parce que souvent vous savez quand on vient pas vite manger, quand le daron appelle on se fait un peu défoncer quoi. C'est pour ça que j'avais un peu peur. Du coup je me speed, j'installe tout avec mes pop figurines, paf, mon PC, je connecte le câble HDMI, voilà. Et là j'entends quelqu'un descendre les escaliers. Je me dis oula je vais me faire éclater. Mon père va me défoncer quoi. Sauf que là j'entends et les bruits de pas s'arrêtent. Bon ok. Du coup j'attends qu'ils viennent finalement dans le studio, mais j'entends pas les bruits de pas en fait, qui s'approchent de mon studio. Du coup je me dis bizarre, putain il s'est arrêté. Mais pourquoi il se serait arrêté, c'est bizarre. Ok, je me dis peut-être qu'il est parti chercher du bois, parce que en fait les bûches de bois étaient à côté en fait de la porte, Il y a plusieurs pièces dans le garage. C'est ça exactement, de la fin de l'escalier. Du coup je me dis il a peut-être pris, hop, il est remonté, j'ai peut-être pas entendu mon père remonter. Donc voilà, je continue mon truc, j'essaie de faire vite quand même parce que le daron il me presse indirectement. Et là je sens quelqu'un me donner une baffe derrière la tête. Alors moi, c'est mon père, je me retourne, papa t'es con. Il y a personne derrière moi. Je sens vraiment, les gars, je vous jure, quelqu'un me donnait une baffe. Moi, je rationalise directement, je me dis, ok, il y a un câble qui pendait, Non, il n'y a rien. J'ai vraiment senti quelqu'un me donner une baffe, mais amicale, tu vois. Et avec le recul, en me rappelant de la sensation, en fait, j'ai l'impression que c'était comme si, en fait, justement, en fait, c'est pour ça que j'ai regardé si un câble ne pendait pas, parce qu'en fait, j'ai eu la sensation que, comme si, en fait, un câble me tombait, en fait, tu vois, comme si, en fait, un câble me touchait la tête.
J'ai interprété une baffe parce que je me suis dit que c'était mon père. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait attends, est-ce qu'il n'y a pas un câble qui me. Parce que du coup, j'ai eu la sensation que c'était un câble, tu vois. Bref, trop bizarre. Du coup, moi, je remonte et chez papa, c'est toi qui viens de descendre à l'instant parce que j'ai entendu quelqu'un faire descendre les escaliers, tu vois. Il me fait non. Ah non, pas du tout. Et je lui ai dit mais tu m'as appelé il y a 5 minutes. Non. Putain de merde, la panique à ce point. Non, je t'ai pas appelé du tout. Ouais, c'est ça, tu réalises quoi. Je suis du coup allé après demander à mon frère qui était dans sa chambre en train de jouer comme un gros geek. Il fait tout le temps ça. Non, c'est pas lui. Donc à ce jour, je ne sais pas du tout eh bien, qui m'a tapé derrière la tête. Est-ce que c'est explicable? Est-ce que j'ai pas halluciné? Est-ce que tu sais, les bruits de pas m'ont pas fait penser à. Je sais pas. Est-ce que c'est pas moi qui ai tout imaginé? Je me le demande. Mais c'est pas fini, les gars. C'est le pire, c'est que c'est pas fini encore. C'est pas la fin de l'histoire là. C'est pas la fin de l'histoire. Oh, Il y a encore pire en fait. Donc voilà, cet événement se passe. Et des semaines après, voilà, pendant plusieurs semaines, ma mère, quand elle dort, elle se sent pas du tout bien. Elle se réveille pendant la nuit, elle en devient même assez toxique pour la famille. Des engueulades pour aucune raison, beaucoup de nervosité. Du coup, nous on se dit putain, mais qu'est-ce qui va pas quoi? Depuis vraiment cet événement, ça va pas dans la maison. Surtout, du côté de là où elle dormait, elle était vraiment pas bien du tout. Mon père dort du coup du côté gauche et ma mère du côté droit. Bref, voilà, c'est une précision qui sera importante, vous verrez, pour la suite de l'histoire. Donc voilà, nous on comprend pas du tout les comportements bizarres de ma mère, assez virulents avec nous. Et ma mère, voilà, parle de son malaise dans la maison et parle à sa cousine, du coup, à sa sœur, pardon, je me suis trompé, à sa sœur, qu'il y a des trucs bizarres en fait dans la maison, qu'elle ressent des énergies mauvaises, du moins. Ma mère qui est pas sceptique non plus à ce monde-là, tu vois. Donc voilà, elle en parle, etc. Et ma tante, elle parle à ma mère, elle lui dit qu'elle connaît un médium qui est pote, très pote avec elle, quoi. Donc ma tante propose à ma mère de faire venir ce médium chez nous. Ma mère n'y croit pas plus que ça, mon père est hyper sceptique, voilà. Moi, alors là, à cette époque-là, j'y crois pas du tout, même si j'ai vécu le truc d'avant, je rationalisais ça. Je me disais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est mon imagination. Ce médium vient un jour, nous on est à l'extérieur parce que mes parents ne veulent pas qu'on assiste à cette séance, parce qu'en fait il fait une séance vraiment, il purifie la maison de sauge, etc. Il fait ses rituels, il met du sel devant la porte, il fait son truc. Il faut savoir que dans mon garage, on avait un problème de chaudière. Problème qu'on n'avait pas du tout précisé au médium avant qu'il vienne. Bizarre comme il a réussi à deviner en fait, ce problème de chaudière. On n'a pas compris, vraiment mon père, le médium a dit à mon père, il y a un problème de chaudière en bas. Mon père il a dit oui, comment vous le savez? Il a fait je l'ai ressenti. Voilà, il a dit j'ai ressenti. Mon père sceptique, il se dit, oh, ok déjà bizarre. Donc voilà, il fait son truc. Et là il va dire à mon père, à la fin de cette séance, que c'est bon, il a nettoyé la maison et qu'il a discuté du coup avec la femme qui était dans la chambre du côté où dormait ma mère. Et mon père il dit comment ça la femme qui était dans la chambre? Et là il explique à mon père en fait qu'il y avait une femme avant qui vivait ici et qui en fait encore est là. Voilà, elle était là en fait et elle observait ma mère le soir apparemment, enfin elle était voilà de son côté. Elle n'était pas méchante, pas du tout une entité malveillante apparemment. Mais elle était là. Ça a épuisé ta mère inconsciemment, quoi. Je pense, ça a épuisé ma mère, ça l'a beaucoup de fois réveillée. Et elle avait cette femme en fait comme caractéristique un chignon. Et elle avait une très longue robe blanche. Elle était très bien habillée, elle sentait toujours très bon. Apparemment c'était, voilà, comme il nous l'a décrit à mon père, une femme très bien habillée souvent. Mon père prend en compte ça, il fait merci beaucoup. Et ce que j'ai trouvé aussi fort dans ce médium-là, c'est qu'il n'a pas demandé d'argent. Il est venu, il a fait le déplacement, il a donc payé l'essence, il n'a pas demandé d'argent, tu vois. Et je trouve ça crédible, ça crédibilise de plus sa démarche en fait. Donc voilà, mon père parle à ma mère de ça. Ma mère du coup, voilà, du coup elle est mieux, elle est plus contente. Et voilà, dis-nous depuis, voilà, tout va mieux, ma mère n'est plus mal, voilà, dans cette maison. Là j'y suis encore là, dans cette maison et tout va bien, il n'y a plus rien. Et plus tard elle va apprendre ma mère, grâce à des collègues de son travail qui connaissaient en fait les anciens propriétaires, et donc cette femme avec ce chignon, que oui en fait, elle était bien avant ici en fait. Et qu'il y avait bel et bien une femme avec un chignon. Donc le médium avait raison quoi. Mais voilà en fait elle a confirmé l'identité, cette personne qui connaît ma mère, qu'il y avait bel et bien une personne avec un chignon assez grande, bien habillée tout le temps, qui vivait dans cette maison. Eh bah, bravo à toi. C'est assez flippant, voilà. Du coup, c'est pour ça que maintenant je crois plus au paranormal et ça m'a donné un peu l'envie. À cette époque, du coup, je faisais pas de vidéos sur le paranormal et ça m'a donné vraiment envie de faire des vidéos sur le paranormal. Et maintenant, voilà, du coup, je vous fais venir, c'est cool. Enfin voilà, ça m'a vraiment donné envie d'écouter les témoignages des gens et voilà, de faire venir aussi des gens pour raconter leur histoire. C'est pour ça que je kiffe maintenant les histoires comme ça, un peu flippantes. Bangers. Bah, merci à toi pour ta super histoire, c'était trop cool.
La deuxième histoire, du coup, c'est Billy qui nous la raconte et on s'apprête à la lire maintenant. Je m'appelle Billy, j'ai 26 ans et cette histoire est arrivée en 2021, quand j'avais 23 ans. C'est une histoire qui m'a sincèrement traumatisé et encore aujourd'hui, j'en garde des séquelles. Ma sœur a une très grande maison et lorsqu'elle part en vacances, elle me demande souvent de la garder. Généralement, c'est pour garder son chat, le nourrir et jouer avec lui. Sache que je n'ai jamais eu peur de cette maison. Cela faisait à peu près 1 an que ma sœur l'avait achetée avec son mari. Elle est certes très grande et un peu impressionnante dans la nuit, mais je n'avais jamais été effrayé par cela. Pour comprendre un peu le contexte, je ne dormais pas à l'étage, car je n'avais rien à faire là-bas. Au rez-de-chaussée, j'avais ma propre salle de bain et ma chambre, j'étais donc tout le temps au rez-de-chaussée. Je n'avais pas le permis, ni de voiture, et ce détail est important pour la suite, vous verrez pourquoi. Il faut savoir que j'ai toujours eu du mal à rester seul pendant la nuit. Même dans mon propre appartement, je suis toujours mal à l'aise. Ma sœur et son mari m'avaient dit que de temps en temps, je pouvais inviter des amis si je me sentais un peu trop seul. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant une semaine, j'ai invité presque tous les jours mes amis. Mais il y avait un soir, en fin de semaine, 2 jours avant que ma sœur revienne de ses vacances, où personne n'était disponible. Donc je me suis retrouvé pour la première fois seul dans cette grande maison. En effet, leur ancien propriétaire était mort dans cette maison. Donc, au fond de moi, j'avais toujours peur de vivre une expérience paranormale. Quand j'étais dans les toilettes, je n'avais pas allumé la lumière, parce que de 1, je n'avais pas envie, et aussi d'une part parce que je voulais faire ça rapidement. J'étais sur mon téléphone, quand tout à coup, j'entends un énorme bruit. Au départ, je me suis dit que c'était peut-être une branche qui avait craqué, mais quelques secondes après, j'entends le même bruit un peu plus fort. C'était comme un bruit de craquement qui résonnait dans toute la maison. J'ai eu un peu peur, donc j'ai envoyé un message à l'une de mes sœurs. Je ne voulais pas inquiéter ma sœur qui était la propriétaire de la maison. Et cette sœur me dit en rigolant: fais attention, c'est le fantôme de Monsieur X, ferme les portes de la maison. Sauf que moi je suis très sensible à tout ce qui est paranormal, donc je ne prenais pas vraiment ça à la légère. Et lorsque j'allais lui répondre, j'entends un autre craquement, et encore plus fort que les autres. À ce moment-là, je me dis que c'est quasiment impossible que ce soit des branches. C'était beaucoup trop fort pour que ce soit ça. J'avais beaucoup trop peur. J'ai donc allumé la lumière du couloir et je me suis dirigé en courant vers le salon. J'ai pris mon iPad et j'ai été me réfugier dans la chambre de ma grande sœur. Normalement, je ne suis pas censé dormir dans la chambre familiale, mais je me suis dit qu'il ne m'en voudrait pas si j'avais peur une seule nuit. Dans la maison, il faut savoir qu'il y a une alarme, mais le soir, je ne la mettais pas, car pour vous préciser, s'il y a le moindre mouvement au rez-de-chaussée, elle allait sonner, et du coup prévenir ma sœur et son mari par la même occasion. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de l'enclencher. J'avais eu un étrange sentiment qui me disait que cette nuit, elle allait s'activer. J'ai réussi donc à m'endormir sans trop de difficultés après ça, et le lendemain, j'ai écrit à plusieurs de mes amis. Je ne voulais pas encore rester seul une nuit de plus dans cette maison. J'ai alors mon meilleur ami et une amie qui sont venus me voir, on a passé une soirée tout à fait normale, et je n'ai même pas cherché à leur parler des bruits bizarres, je voulais juste l'oublier. Mais vers 1h du matin, j'ai voulu fumer une cigarette. Comme la maison avait un assez grand jardin et plutôt joli, je leur propose de venir avec moi. Et c'est à ce moment-là précis que le cauchemar commence. J'essaie d'ouvrir la porte coulissante pour aller dans le jardin, mais cela ne marche pas. Je me dis que peut-être elle est un peu bloquée, donc j'essaie de forcer, mais au bout de 20 minutes, je me rends compte qu'elle ne compte pas s'ouvrir. Je trouve ça vraiment bizarre, parce que j'ai souvent été dans le jardin pour fumer des cigarettes, mais je n'ai jamais eu de problème comme ça. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur, parce que je me suis dit que si je devais rembourser une porte de cette taille-là, je n'aurais jamais l'argent pour. Je commence un peu à paniquer, et je demande à mon meilleur ami, qui est beaucoup bricoleur, de voir pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Il vérifie, il bidouille la porte, mais ne trouve absolument rien. Un peu dubitatif, il me dit qu'il va aller dehors et vérifier s'il n'y a pas de cailloux coincés dans le rail. Moi, à ce moment-là, j'avais juste peur de devoir rembourser cette énorme porte, et je ne pense à ce moment-là à rien d'autre que à ça. La nuit était particulièrement noire ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il va donc dehors, et je vois juste son reflet à travers la vitre derrière. Quelques minutes plus tard, il revient dans le salon, totalement bredouille, et me dit qu'il n'a trouvé aucune raison de blocage de cette porte. Rien du tout. Mais à ce moment-là, je sens que quelque chose de bizarre le travaille. Il me regarde et me dit ta sœur, elle est au courant qu'il y a eu une tentative de cambriolage, sauf que ça faisait à peu près 1 ou 2 ans que ma sœur était dans cette maison, et j'aurais été au courant si ça avait été le cas. Et apparemment, ça ne l'était pas du tout. Je lui demande de m'expliquer au bord de la crise d'angoisse, et il me montre une photo. C'était la porte, avec des énormes traces. Il m'explique qu'il a déjà eu des tentatives de cambriolage, et que ces traces-là, c'était des traces de pieds de biche. Et il me montre. Il y en avait 3. À partir de là, j'ai commencé à faire la connexion dans ma tête. Le seul soir où j'étais seul, il n'y avait pas de voiture parce que je n'avais pas le permis ni de voiture. Aucune lumière n'est allumée, j'étais dans le noir complet. Donc tout le monde aurait pu penser que cette maison était vide. Et le moment où ces bruits se sont arrêtés, c'est lorsque j'ai allumé la lumière. Donc j'ai montré ma présence. Bien sûr, ça a été très difficile de dormir à ce moment-là. Et le lendemain, à la première heure, j'ai appelé ma sœur pour la prévenir. Terrifiée d'apprendre cette nouvelle, ma sœur est très vite entrée de ses vacances et les policiers sont venus très vite confirmer que elle avait bel et bien été victime d'une tentative de cambriolage. C'était un quartier plutôt bourgeois, donc ce n'était pas vraiment étonnant. Il y a eu beaucoup de tentatives l'année qui a précédé celle où cet incident a eu lieu. Sauf que s'il avait eu un coup de pied de biche, évidemment, la porte aurait sûrement cédé. Aujourd'hui, la porte a été changée. Ils ont mis le double de caméras et bien sûr, il n'y a pas eu d'autres tentatives. Mais je n'arrête pas de penser à quel point j'ai été sauvé de peu. Il s'en est fallu de 10 secondes où j'allume la lumière qui m'ont peut-être sauvé la vie. Malheureusement, ça n'a pas aidé ma peur d'être seul pendant la nuit. Je pense que j'aurais presque préféré que ce soit paranormal plutôt que savoir que j'étais
en danger réellement. Tu peux retrouver 6 juin des photos de la porte et des traces et même la conversation avec ma soeur sur le fait que j'entendais des bruits ce soir-là. En espérant que tu as aimé mon histoire, fais attention à toi, bonne journée, Billy. Merci Billy, ton nom est trop stylé, il me fait penser à un mec de Stranger Things, un mec que j'adore. J'ai adoré ton histoire, merci beaucoup à toi Billy, j'ai adoré qu'au début on pense en fait que l'histoire est paranormale et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai sélectionné pour cette vidéo. Au début on pensait tous que tu vivais un vrai poltergeist, en fait non, tu as vécu un vrai cambriolage, on espère que tout va mieux depuis, que ta soeur a pu se remettre de ses émotions parce que c'est vraiment un événement traumatisant. Je sais qu'il y avait un pote moi quand j'étais petit qui s'était fait cambrioler, ça l'avait pas mal traumatisé et je me souviens même, pour l'anecdote, que ce pote là, ils étaient rentrés pendant qu'il dormait, voilà, eux, dans la maison avec sa famille. C'est terrifiant, je ne souhaite à personne de vivre ça, j'espère que j'en vivrai jamais. Alors moi, ça remonte à beaucoup plus longtemps. C'était il y a plus de 20 ans. C'était au moment où c'est qu'avec mon épouse, on construisait notre maison. Donc régulièrement, on allait sur le chantier voir les artisans. Et c'était un soir où c'est que j'ai récupéré mon épouse et on avait un chien qui s'appelait Pastis à l'époque, voilà, à la maison. Où c'est qu'on habitait. Et on avait rendez-vous sur le chantier avec un entrepreneur qui devait nous faire l'enduit de façade de la maison. Donc avant d'arriver à la maison, on a déposé notre chien chez des amis qui habitent au village juste à côté. Et après on est parti voir l'entrepreneur au chantier. Donc arrive au chantier, tout se passe bien, bon, on passe 10 minutes, un quart d'heure, on fait le point sur les couleurs des façades, tout ça avec l'artisan, impeccable. Après on repart du chantier. Et là, en repartant du chantier, donc à l'époque, on avait une vieille 205. Au bout de 4 km, on arrive dans un petit village. C'est le village juste avant où habitent nos amis pour récupérer le chien. Et donc, on arrive dans le village, il y a une petite pizzeria, un peu plus loin, il y a une place. Et là, c'est moi qui conduisais. Et avec mon épouse, on voit quelqu'un, elle me dit attention, il y a quelqu'un qui marche bizarrement, fais attention. Et là, c'était quelqu'un qui était un monstre, je sais pas, il devait faire 2 mètres de haut. Donc il titubait et il allait traverser la route devant nous, mais sans faire attention, quoi. Donc du coup, je me suis arrêté. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris à cette personne. Il a mis ses mains sur le capot de la 105, il a tapé. Il a mis des coups de poing sur le capot. Là, nous, on était, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Après, il a commencé à faire le tour de mon côté. Et alors, ça s'est passé très vite, en peu de secondes. Il a mis un coup de poing à ma vitre, il a brisé ma vitre. Et alors là, j'ai vite mis la première. Et après, j'ai accéléré comme j'ai pu avec ma 205. Et en fait, le molosse, il s'est accroché au montant parce qu'il avait cassé la vitre. Il s'est accroché au montant de la voiture. Donc alors, j'ai démarré et il courait en même temps. Et alors, il m'a dit accélère, accélère. Donc j'ai accéléré. Et par chance, il y avait un dodan juste à côté de la place. Et je pense qu'il n'a pas fait attention. Et au moment où c'est qu'on a passé le dodan, en fait, il a lâché, il est tombé comme une crêpe sur le bitume. Alors, quand j'ai vu qu'il était tombé, au bout de 10 mètres, je me suis arrêté parce que bon, je me suis dit, s'il faut, il est peut-être mort. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, bon, mon épouse, elle pleurait, elle était terrifiée. Elle me dit, qu'est-ce qu'on a fait? Et alors, après, on s'est retourné et la personne s'est relevée. Et alors, on a vu qu'il s'est relevé. Bon, apparemment, je sais pas, il avait le t-shirt déchiré, bon, le pantalon, parce que comme il est tombé sur le bitume, je pense qu'il a dû un peu se brûler. Alors du coup, on a fait le tour de la place parce qu'il y avait un café, donc pour revenir vers la pizzeria où on était passé, parce que pour voir avec les témoins, voir que au moins si on portait plainte, voir qu'il y a quelque chose qu'ils avaient vu, quoi. Et alors la personne, le gars, là, le molosse qu'on avait vu, il est parti sur notre direction. Et en fait, on était allé à la pizzeria, on s'est arrêté. Les gens aussi étaient paniqués parce qu'ils nous ont expliqué que 2 minutes avant, eux aussi, ils ont appelé les flics parce qu'il avait agressé un peu les clients de la pizzeria. Et apparemment, il venait du café de la place où c'est qu'aussi apparemment, il insultait les gens. Donc les gendarmes sont arrivés et voilà, donc ils nous ont dit bon, mais demain vous venez à la gendarmerie déposer plainte et puis pour nous raconter l'histoire. Et ils me disaient nous on va s'occuper d'aller récupérer le gars, voir où c'est qu'il est. Après ça, on a été récupérer notre chien. Bon, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu parce que peut-être que si on avait le chien, quand il a mis la main, je pense, sur le montant, je pense que le chien, il aurait. Parce que c'était une chienne, c'était une chienne que mon épouse avait fait dresser à la garde. Et quand elle se promenait, qu'il y avait des hommes, tout ça, qui la guichaient un peu, si elle lui disait garde, il était à côté, il grognait le chien. Donc, bon, après, je ne sais pas s'il s'aurait fait parce que
je sais pas quoi il mesurait, mais il devait mesurer 2 mètres, il était le mec baraqué quoi. Je pense pas que si je m'étais arrêté, je pense que, je sais pas, il m'aurait cassé la gueule, je sais pas ce qu'il aurait fait, mais... Et le lendemain, on est allé à la gendarmerie déposer plainte, donc ils nous ont expliqué qu'ils avaient été 7 pour arriver à l'arrêter. Ouais, il avait pris de la drogue, il était en transe, ils ont dit il avait une force décuplée quoi. Et par contre après voilà, donc ça s'est arrêté comme ça parce qu'ils nous ont dit c'est pas la peine de porter plainte, ça ira pas plus loin parce qu'apparemment c'était le fils d'une personne influente dans le coin. Donc ils nous ont dit ça va vous vous allez perdre du temps. Bon nous avec mon épouse on avait 25 ans, on était en train de construire la maison, bon on a dit tant pis et puis voilà. Et ça s'est arrêté là. Mais bon, à chaque fois qu'on est passé après pendant quelques temps sur ce petit village pour aller au chantier, on avait toujours cette mémoire de cette personne. Voilà. Et la voiture, elle a eu une séquelle parce que le capot, il était cassé, la vitre cassée. Enfin bon, on a eu peur on n'a pas dormi pendant quelques nuits. Voilà. Et voilà, c'est l'histoire. Ah bien. Ah waouh. Bon, merci papa pour t'avoir raconté ton histoire. Donc, petite morale à tout ça, ayez un chien chez vous ou dans la voiture. Voilà, c'est le conseil. Vraiment toujours pratique. C'est le conseil qu'on peut vous donner.